Personne au sein du Kremlin n'avait imaginé que l'écho d'un seul appel intercepté ébranlerait les fondations de la machine de guerre russe. Mais il était là, un fragment d'enregistrement audio où le mécontentement, la rage et la peur se mêlaient comme une tempête sur du métal rouillé. Cet enregistrement, diffusé par les services de renseignement ukrainiens, ne révélait pas seulement une désobéissance ponctuelle. Il constituait la confirmation d'une fissure qui ne pouvait plus être dissimulée. La structure de l'armée russe, autrefois présentée comme un mur impénétrable, commençait à se lézarder. Et cela se produisait dans le pire scénario possible, en plein Donetsk, où les ordres de Moscou ne valaient plus qu'un murmure perdu parmi les explosions. Le récit officiel russe avait toujours répété l'idée que ces hommes devaient à Poutine quelque chose de plus qu'une simple obéissance, une dévotion totale, presque sacrée. Mais cette prétendue loyauté éternelle était broyée par la réalité. La voix de l'officier russe contenue dans l'appel filtré était le portrait parfait de cet effondrement interne. On l'entendait hors de lui, maudissant les subordonnés qui, contre tous les ordres, avaient abandonné leurs positions avancées et se dirigeaient vers l'arrière. Ce recul n'était pas une simple désorganisation tactique. C'était une déclaration silencieuse, mais claire, contre l'idée de mourir pour une cause que plus personne ne comprenait. Un analyste militaire ukrainien a partagé un message qui résumait l'ampleur de la découverte. Aujourd'hui, nous n'avons pas entendu un commandement militaire. Nous avons entendu le son d'une armée qui ne veut plus obéir à son propre pays. Dans l'enregistrement, l'officier russe menaçait de couper les radios des soldats en retraite, les laissant sans communication, vulnérables, isolés, transformés en chair à drone ou à artillerie. Cette réaction ne témoignait pas d'un leadership, mais d'un désespoir. C'était une photographie sonore d'une institution militaire qui confond discipline et terreur. Le tableau devenait encore plus sombre lorsqu'on comprenait ce que signifiait l'étiquette de déserteur au sein du système militaire russe. La législation interne, durcie depuis le début de la guerre, transforme toute retraite, même destinée à réorganiser les forces, en infraction pénale. La menace latente est toujours la même. Prison pour de longues années, passage à tabac, humiliation, ou même le sort le plus redouté. Être utilisé comme sacrifice dans des attaques suicides où la survie n'est qu'un mirage. Un commandant d'une brigade ukrainienne a décrit ce phénomène dans un communiqué récent. Poutine n'envoie pas des soldats combattre, il les envoie disparaître, et ils l'ont enfin compris. L'effondrement n'est pas isolé. Le retrait spontané enregistré à Donetsk n'était pas un fait isolé. Depuis des mois, le renseignement ukrainien interceptait des conversations où les militaires russes eux-mêmes admettaient que les conditions étaient devenues inhumaines. Manque d'équipements de base, conserves alimentaires périmées, cigarettes distribuées comme s'il s'agissait de ravitaillements stratégiques, cuisiniers envoyés en première ligne pour combler les pertes massives. Tout cela formait un tableau que même la propagande la plus sophistiquée ne pouvait plus maquiller. Plus d'un soldat russe, dans différents enregistrements, se plaignait de devoir mendier ou collecter de l'argent entre eux pour obtenir ce que l'État ne leur fournissait pas. Gilets pare-balles utilisables, batteries pour drones, radios fonctionnelles ou même simplement des bottes adaptées à l'hiver qui coupent comme une lame sur le front. Les rapports récents mentionnaient des situations réellement absurdes, manque de nourriture réelle, remplacée par des cigarettes en quantités inexplicables. Personnel non entraîné envoyé comme infanterie, y compris mécaniciens et cuisiniers. Véhicules hors service, faute de pièces détachées, obligeant les soldats à marcher des kilomètres dans la boue minée. Casques de génération passée, inutiles face aux projectiles modernes. Demandes internes de suspendre des assauts ignorés par des supérieurs obsédés par le signalement d'avancées imaginaires. Un officier d'un bataillon de réserve ukrainien a partagé un avertissement qui a circulé parmi les unités. Vous ne combattez pas une armée cohérente, mais un groupe d'hommes épuisés qui veulent survivre à leur propre commandant. Le moral russe était si fracturé que même la chaîne de commandement était devenue imprévisible.
De nombreux hauts gradés continuaient de répondre à Poutine comme s'il vivait dans un univers parallèle où la Russie avançait avec un contrôle total. Mais les soldats, ceux qui foulent la boue et dorment à côté de cadavres gelés, ne partageaient plus ces illusions. Chiffre après chiffre, l'ampleur du désastre prend forme. Les données accumulées par les agences internationales montraient que plus de 50 000 militaires russes avaient abandonné leur poste depuis le début de l'invasion. Un chiffre qui, dans tout autre pays, serait une alarme nationale. Mais pour Moscou, ce n'était qu'un nombre de plus qu'il fallait ajuster par la propagande. Le problème, cependant, était bien plus profond. Parmi les déserteurs capturés, les condamnations avaient été dépassé 13 000 en une seule année. La machine répressive s'était activée avec une force terrifiante. Passage à tabac, isolement, menaces de mort et des châtiments d'une cruauté extrême. Certains si extrêmes qu'ils semblaient sortis d'une époque médiévale. L'un des témoignages les plus troublants racontait que 2 soldats accusés de lâcheté avaient été jetés dans une fosse pour être obligés de se battre entre eux. Le survivant serait envoyé comme chair à canon quelques heures plus tard. Le perdant ne reverrait plus jamais le ciel. Un autre cas montrait un militaire attaché à un arbre, abandonné sous le soleil et la neige, filmé par ses propres camarades qui riaient et le menaçaient en disant qu'un drone ukrainien le trouverait en premier. Un analyste du bloc parlementaire européen a publié une réflexion qui est devenue virale. Poutine n'a pas besoin d'ennemis extérieurs. Il est en train de détruire lui-même ses soldats. L'enfer de Donetsk et Louhansk. L'appel filtré provenait de Donetsk, un territoire devenu synonyme de dévastation. Là-bas, les pertes russes avaient atteint des niveaux colossaux, surtout lors des tentatives de prendre Pokrovsk, où les drones ukrainiens surveillent le ciel comme des prédateurs mécaniques. Les officiers ukrainiens rapportaient que, rien que durant l'année 2024, la Russie avait subi là-bas plus de 427 000 pertes entre morts et blessés. Dans de nombreuses zones, avancer de 10 mètres pouvait coûter des dizaines de vies. À Louhansk, le tableau était identique ou pire. La forêt de Serebriansk s'était transformée en une tombe à ciel ouvert. Un soldat russe, dans un appel intercepté le 24 novembre, décrivit l'endroit comme un mur de mort. Il raconta que les corps s'empilaient entre des racines calcinées et que de nombreuses unités qui y entraient n'en ressortaient jamais. Il relata le cas d'un groupe qui avait perdu près de 200 personnes en un seul assaut. Il ajouta « Entrer là-dedans, c'est accepter de devenir un sac noir, 100% sûr. » Face à ce destin, beaucoup de soldats préféraient risquer ce qu'il leur restait encore. Leur vie, leur liberté ou la possibilité d'être capturés et soumis à des châtiments brutaux. Les ordres d'avancer vers cette forêt ou vers les abords de Pokrovsk étaient accueillis par le silence, des tremblements ou des discussions internes qui finissaient en mutineries indirectes, refus passifs, immobilisme et désormais, comme le montrait l'audio filtré, des retraits complets. Un conseiller militaire ukrainien déclara lors d'une brève conférence « Quand un commandant russe crie, ce n'est pas de l'autorité, c'est la terreur du vide qui vient après. » Poutine, le dirigeant qui exige des sacrifices infinis. Le président russe avait toujours fait comprendre que la vie de ses soldats n'était qu'une ressource parmi d'autres. Lorsque l'invasion venait à peine de commencer, il laissait déjà entendre que perdre des dizaines de milliers d'hommes au combat était un coût acceptable. Aujourd'hui, après presque 4 ans de conflit, cette mentalité s'était transformée en un monstre dévorant. Le chiffre des pertes russes dépassait largement le million, selon les estimations du ministère des Finances ukrainien. Le plus inquiétant était la déconnexion absolue entre les décisions du Kremlin et la réalité sur le terrain. Poutine répétait des discours sur des territoires qui appartiennent à la Russie parce qu'un soldat russe les foule. Mais les militaires russes eux-mêmes ne croyaient plus à ces affirmations. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères l'exprima avec crudité dans un message publié sur les réseaux. Là où marche un soldat russe, il ne naît pas de drapeau. Il naît des tombes. La déshumanisation était évidente. Poutine parlait de chiffres, de frontières et de symboles. Les soldats parlaient d'actes de mort, de faim
de froid et d'ordres impossibles. La fuite silencieuse. Des milliers cherchent à se rendre. Dans un geste révélateur de l'état psychologique de l'armée russe, des milliers avaient recours à la ligne secrète ukrainienne appelée « Je veux vivre ». Par ce canal, ils demandèrent des instructions pour se rendre sans être abattus par leurs propres camarades ou éliminés par les patrouilles russes qui traquèrent les déserteurs. Au cours des 18 premiers mois de guerre, plus de 6500 soldats avaient demandé à bénéficier de ce programme. À la mi-2024, à peine 300 avaient réussi à se rendre avec succès. Mais on savait que le nombre total de demandes était bien plus élevé, surtout après les combats dévastateurs à Donetsk. C'était un signe plus clair que n'importe quelle propagande. L'armée russe regorgeait d'hommes qui cherchèrent la sortie la plus désespérée, même en sachant qu'ils pouvaient à mourir avant d'atteindre le point de reddition. Un porte-parole militaire ukrainien expliqua lors d'une conférence de presse « Chaque appel que nous recevons sur ce programme est un cri. C'est quelqu'un qui comprend que Poutine le voit comme un numéro jetable. » Le recrutement étranger, le nouveau désespoir du Kremlin. Avec des milliers de soldats russes qui tentèrent de fuir et autant d'autres qui refusaient d'obéir, le Kremlin eut recours à une stratégie que de nombreux pays enquêtèrent déjà. Le recrutement trompeur d'étrangers. Des rapports récents indiquaient que plus de 190 combattants provenant de 37 pays avaient été capturés en Ukraine alors qu'ils combattaient pour la Russie. Plusieurs témoignèrent qu'ils avaient été trompés par des promesses d'emploi civil ou par des contrats falsifiés où le combat n'était jamais mentionné. Des gouvernements comme ceux du Kenya, de l'Inde et d'Afrique du Sud avaient déjà exigé des explications publiques. Le président kenyan exprima son rejet catégorique. Nos jeunes ont été emmenés sous de fausses promesses. Ce n'est pas du recrutement, c'est de l'exploitation. Pendant ce temps, à Moscou, l'octroi accéléré de la citoyenneté russe à ceux qui acceptaient de s'enrôler s'accélérait. L'incitation visait à remplacer la perte massive de troupes russes par des volontaires qui ignoraient dans le sort qui les attendait. Le problème pour le Kremlin était évident. Même le recrutement étranger ne parvenait pas à compenser la détérioration interne. La désobéissance dans les rangs russes avait cessé d'être occasionnelle. Elle était devenue un schéma récurrent, une guerre qui dévore ses propres soldats. Les analystes s'accordaient à dire que le véritable épicentre de l'effondrement russe ne résidait ni dans les stratégies ni dans les ressources, mais dans la perte totale de motivation. Les soldats comprenaient qu'ils étaient sacrifiés dans des assauts qui n'avaient aucun sens réel. Ils le voyaient à chaque colline prise puis reperdue, à chaque unité anéantie, à chaque ordre absurde de marcher vers des zones où les drones ukrainiens dominaient. Selon les mots d'un colonel ukrainien, ils sont pris entre la mort certaine, s'ils avancent, et la mort probable, s'ils désobéissent. Certains choisissent la plus petite chance de survivre. Cette infime chance suffisait pour que des milliers aillent jusqu'au bout, comme les soldats de l'appel intercepté, qui déclencha le scandale. Ils ne se révoltèrent pas en tirant. Ils se révoltèrent en reculant, en refusant d'avancer davantage vers un front qui avait déjà dévoré des milliers avant eux. Conclusion invisible, mais inévitable. L'armée russe ne s'effondrera pas en un seul éclat, mais par des milliers de petites fractures. Des reculs comme celui enregistré à Donetsk sont des signaux incontestables. Les ordres du Kremlin n'ont plus le poids d'autrefois. Les soldats russes, exposés à des conditions infrahumaines, punis brutalement pour le moindre acte de survie et envoyés dans des combats impossibles, ont commencé à faire la seule chose qu'il leur reste encore. Refuser de mourir pour un dirigeant qui ne perdra pas une minute à penser à eux. Les cris désespérés de l'officier dans l'appel filtré disent tout. Ce n'était pas la voix d'un commandant, mais celle d'un système qui comprend qu'il est en train de perdre le contrôle. La question n'est plus de savoir s'il y aura d'autres désobéissances. La question est de savoir combien le Kremlin peut encore en supporter avant que l'armée entière cesse d'avancer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis Europe d'Acier. À bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.